BFM Business présente Les experts sans frontières. Mathieu Jolivet. Bonjour et bienvenue, très heureux de vous retrouver dans les experts sans frontières. Aujourd'hui, ils nous viennent des États-Unis et du Liban, des regards extérieurs précieux pour nous aider à comprendre comment les lignes bougent au Moyen-Orient. Des émissaires iraniens viennent d'arriver au Pakistan et Washington propose un deal ou des frappes et des regards extérieurs qui sont précieux aussi pour tenter de lire autant qu'on puisse le faire ce qu'il se passe dans la tête de Donald Trump. Les experts sans frontières, c'est parti. Les experts sans frontières. Mathieu Jolivet. Bienvenue si vous nous retrouvez dans les experts sans frontières. Ils sont autour de moi. J'accueille Hélène Kuntz, américaine spécialiste des États-Unis et professeure à l'INSEC Paris. Bienvenue Hélène, ravi de vous retrouver. Et puis Romuald Sciorra qui est de passage depuis 2 semaines à Paris pour nous éclairer, qui connaît intimement la société américaine, chercheur associé à l'IRIS, directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis et puis auteur de America 250, une histoire graphique des États-Unis aux éditions Les Nouveaux Éditeurs. Vous voyez, je l'ai avec moi, c'est une super BD, roman graphique qui nous raconte l'histoire des pionniers des États-Unis. C'est très intéressant, ça nous éclaire aussi sur ce qui se passe aujourd'hui. Bienvenue à vous tous. Le Pentagone a fait un point presse aujourd'hui, un point d'étape. J'aimerais qu'on écoute ensemble le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth. Dans cette nouvelle phase, l'Iran a un choix important, une chance de conclure un accord. Un bon accord, un accord sage. Dans ce cadre, les États-Unis ont imposé un strict blocus qui gagne en puissance chaque jour. Du golfe d'Oman jusqu'à l'océan, notre marine assure ce blocus, sans hésiter et sans s'excuser. Bon, Hélène, on sent que les Américains aujourd'hui cherchent un deal. Absolument. Alors, avec l'Iran. Pete Hegseth cherche à sauver sa place. Parce que pendant qu'il parle, il y a des rumeurs comme quoi il aurait été un prochain membre du cabinet de Donald Trump potentiellement limogé. Donc, il n'est pas à l'aise. Et d'ailleurs, il vide beaucoup autour de lui. Mais il vide autour de lui en pleine guerre. Donc, il n'est pas du tout dans une position confortable. Ce que vous nous dites d'ailleurs illustre aussi des mouvements. En fait, il y a beaucoup de départs. Hein. Il y a un turnover assez fort depuis le déclenchement de cette guerre en Iran, que ce soit au sein de l'armée ou sur toutes les institutions liées à la sécurité intérieure des États-Unis. Ou navale, par exemple, cette semaine même, le chef de la flotte navale. Alors, et sans forcément des remplaçants. Et surtout sans explication. Donc, le rapport de Pete Hegseth avec la presse est pour le moins complexe parce que, je me permets de rappeler, il y avait un procès des journalistes du New York Times contre le Pentagone parce qu'ils ont voulu remanier complètement la manière dont la presse interagit avec le Pentagone et d'être presque des porte-parole du Pentagone. Et figurez-vous que jusqu'à la Cour suprême leur a donné raison. Ils ont dit, ce n'était pas à ce point compliqué. Hein. C'est le premier amendement de la Constitution. Ouais. Mais Pete Hegseth, quelque part, il est contre nos traditions journalistiques. Donc, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. On n'a pas de journalistes sur place. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Ah oui, d'ailleurs, on l'a vu engueuler vertement un journaliste lors d'une conférence de presse. C'était il y a 3 semaines. En tout cas, lors de cette conférence de presse, ce point d'étape, là, c'était cet après-midi au Pentagone. Il y avait les messages de Dan Kane, chef d'état-major américain, et donc de Pete Hegseth. Ils disent, en gros, Romuald, le ministère de la guerre est prêt à frapper à n'importe quel moment en Iran. Nous sommes prêts aussi pour un accord. Maintenant, la balle est dans le camp des Iraniens. Quant à l'Europe, on ne peut pas trop compter sur elle. Comment est-ce que vous avez... quelle est votre lecture de ce point d'étape du Pentagone ? La même que vous, Mathieu, vous avez tout à fait raison quand vous avez dit on a l'impression que les Américains recherchent un deal, je dirais même à tout prix. Trump est acculé. Cette guerre, c'est pas la guerre de l'administration, c'est la guerre de Trump. Hein. Il l'a fait contre l'avis de son vice-président J.D. Vance, contre l'avis de Susie Wiles, la secrétaire générale de la Maison-Blanche, contre l'avis des généraux
généraux du Pentagone, des sénateurs républicains et surtout contre l'opinion publique et sa base MAGA. Pour la première fois depuis 10 ans, cette base MAGA qui aurait suivi Trump jusqu'en enfer, hein, cette base MAGA qu'il a soutenue lors du 6 janvier 2021, l'assaut contre le Congrès dont il pourrait avoir besoin dans des circonstances similaires, est en train de se détourner de Trump. Donc il est acculé, il y a des élections dans quelques mois qui s'annoncent très 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 difficiles, beaucoup plus difficiles que prévu. L'inflation repart à la hausse et le président donc cherche une sortie de secours à ce conflit dans lequel il s'est piégé lui-même. Donc il est aujourd'hui prêt à avaler de nombreuses couleuvres, à faire beaucoup de compromis et on pourrait dire qu'il m'en dit presque quelques miettes aux Iraniens. Maintenant, la grande question, c'est si les Iraniens, l'Iran est fatigué, l'Iran est à bout, mais si la frange la plus extrémiste des gardiens de la révolution prend le dessus, là, il se peut qu'il ne donne pas à Trump les quelques miettes qu'il réclame. Et là, le président américain pourrait devenir très, très méchant. Et effectivement, la conférence d'aujourd'hui nous a confirmé que les États-Unis étaient prêts à frapper, et peut-être même encore plus fort qu'il y a quelques semaines. Je salue Lynn Taini qui vient de nous rejoindre avec nous, journaliste libanaise qui est basée à Paris. Bienvenue Lynn. Merci. Vous êtes la bienvenue. On a le sentiment, parce qu'on voit le ministre des Affaires étrangères iranien qui est en vol, qui va arriver en début de soirée au Pakistan, à Islamabad, pour filer peut-être un peu la métaphore ou les comparaisons qu'avait commencé à faire Donald Trump. On a le sentiment, Lynn, qu'on a les joueurs d'échecs. C'est Donald Trump qui avait dit ce sont de redoutables joueurs d'échecs. On a l'impression qu'il y a les joueurs d'échecs qui arrivent au Pakistan pendant que les joueurs de poker, eux, restent à Washington. Oui, la grande question, c'est qui va, entre guillemets, gagner la partie. D'un point de vue iranien, le fait que ce ministre des Affaires étrangères se rende au Pakistan, alors qu'on disait que la branche la plus dure du régime était en train d'essayer de lui lier les mains, en fait, on dit qu'il y a dans ce régime iranien deux têtes, en fait. Un côté qui est représenté par le président du Parlement, lui, le ministre des Affaires étrangères, et le président Pezeshkian, qui sont pour les négociations. Et puis, il y a une branche qui est beaucoup plus dure, qui semble avoir de plus en plus de pouvoir, qui est représentée par Ahmed Vaïdi. Et donc, en fait, cette bataille, on entendait beaucoup parler de cette bataille, notamment dans la presse arabe ces derniers jours, eh bien, aujourd'hui et hier, pour répondre à tout ce qu'on entendait dans la presse, les trois entre guillemets, négociateurs ont tweeté avec le même tweet pour dire que non, nous sommes tous sur la même longueur d'onde, pour dire les choses simplement. Alors, aujourd'hui, on voit... Peut-être que cette petite musique qui monte du retour des durs à Téhéran, c'est peut-être stratégiquement un signal qu'on veut envoyer à Washington, même si les durs, il y a un canal fluide entre eux et les institutionnels iraniens. Tout à fait, ça pourrait être ça. Ça pourrait être qu'il y a ce canal, ça pourrait être une main tendue indirectement, sachant qu'il se rend au Pakistan, mais non pas pour rencontrer les Américains, mais pour discuter, pour qu'il y ait des pourparlers avec les Pakistanais. Nous savons qu'en amont de cela, il y a eu un coup de fil entre le général en chef pakistanais et les Iraniens. Donc on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été dit dans ce coup de fil, et si les Américains, je ne sais pas, auraient envoyé une note à travers ce messager pakistanais. Nous savons juste qu'il s'est rendu, mais nous ne savons pas quelles sont les raisons et quel va être le sujet de ces pourparlers qui vont avoir lieu là dans les heures qui suivent. Romuald, on dit que voilà, on compare les Iraniens à des joueurs d'échecs, les Américains à des joueurs de poker. Il y a peut-être une partie dont on parle moins, qui est plus dans l'ombre. Ce sont plus les joueurs de Go. C'est Xi Jinping et la partie chinoise, qui en fait est assez présente, qui reste dans l'ombre, mais personnellement, j'ai du mal à évaluer quelle est la part d'influence de Pékin dans ce que le Moyen-Orient est en train de traverser aujourd'hui. Bon, Pékin a une certaine influence sur le régime des mollahs, mais c'est pas vraiment ce qui aujourd'hui, comment dirais-je, guide Pékin. Les États-Unis connaissent une perte d'influence et de crédit sur la scène internationale comme ils n'en ont jamais connu au cours de leur histoire. Ce n'est pas Trump qui a débuté. La parole américaine s'est discréditée lorsque Obama, en 2013, est revenu justement sur sa parole lorsqu'il avait promis que si Bachar el-Assad s'en prenait à son peuple, ce serait une ligne rouge qui serait franchie. Il devait bombarder la Syrie, il ne l'a pas fait, ça a été la porte ouverte à la Russie. Là, ce qui se passe, c'est la porte ouverte à la Chine, mais au niveau international,
internationale. Les États-Unis ont perdu leur soft power, leur influence en Afrique. En fait, Donald Trump lui déroule un tapis rouge. Exactement, comme ça a été lorsqu'il y a eu cette cessation de l'aide au développement en Afrique, porte ouverte à la Russie et à la Chine. Et surtout, aujourd'hui, les États-Unis ont un problème de munitions, dont on parle quand même très peu, mais qui est un problème aigu. Il n'est pas certain que Trump, comme je l'ai dit précédemment et comme vous l'avez dit, cherche une sortie de secours. Il veut absolument se tirer de ce guêpier dans lequel il s'est jeté lui-même. Mais si il n'obtient pas ce qu'il veut des Iraniens, il poursuivra la guerre. Par contre, il n'est pas certain qu'il ait suffisamment de munitions pour cela. Et aujourd'hui, la question qui se pose dans la région Indo-Pacifique est la suivante. Et si Xi, qui a promis qu'il reprendrait Taïwan, profitait de cette crise au Moyen-Orient, en sachant que les États-Unis sont entre guillemets, à court de munitions, qu'ils ont déjà repris une partie des forces qui étaient déployées dans la région Indo-Pacifique pour la déployer au Proche-Orient, et si Xi profitait de ce moment pour reprendre Taïwan. Ouais. C'est assez fascinant, Hélène, de voir à quel point finalement Donald Trump quelque part se tire une balle dans le pied. J'ai le sentiment que plus il percute l'ordre mondial tel qu'on le connaît, qui s'est dessiné depuis 1945, plus il fait émerger à une vitesse grand V un axe sud-sud qui est dominé par la Chine. Bien malgré lui. Mais c'est quelqu'un, et on le sait, il dit lui-même, il ne s'intéresse pas à ce point des dossiers. On apprend même que ses équipes lui montrent une vidéo de ce qui se passe sur la guerre tous les jours. On est très loin de PDB, de Presidential Daily Brief, qui dure les 2 heures, des 6 heures du matin, avec des personnes extrêmement concentrées sur des dossiers. Vous voyez, c'est Donald Trump, il a annoncé cette guerre sur un terrain de golf en Floride, et dans la foulée, il est retourné jouer au golf. Je trouve que ça en dit long de son attitude envers ce qui se passe. Mais je suis d'accord avec Romuald, je pense que là, on a 3 porte-avions dans le golfe là, mais c'est 3 sur 10, donc s'il est à ce point jusqu'au boutiste, chaque fois qu'on perd un avion, c'est un avion à coût des dizaines de millions, parfois même des centaines de millions de dollars. Et l'économie américaine, mine de rien, ne peut pas supporter des pertes telles. Bien sûr. Parce que c'est invraisemblable de perdre autant de matériel, de délapider autant de matériel. Et on a en tête aussi, parce que le matériel, c'est stratégique et c'est aussi financier. Oui. On a en tête Pete Hegseth qui, il y a quelques jours, est allé demander une rallonge budgétaire de 200 milliards de dollars, je crois. C'est invraisemblable. Et surtout, on a nos bases militaires dans le Golfe qui sont abîmées, mais nous n'avons pas beaucoup d'images, nous ne savons pas trop qu'est-ce qui se passe. Vous voyez, donc il y a une déperdition d'informations, mais quand même pour nos bases militaires dans le Golfe, c'est catastrophique. Pour rebondir, Romuald, sur la tentation taïwanaise dont vous parliez, très intéressant, qui est plus en second rideau, mais voilà, parce que tous les projecteurs sont sur le Moyen-Orient. Il y a peut-être une limite à cette tentation taïwanaise, je ne sais pas, qui serait peut-être la limite économique. On sait que Xi Jinping est obsédé par la stabilité économique, et le think tank britannique Chatham House rappelait encore aujourd'hui dans une note d'alerte qui publie très intéressante qu'un blocage du détroit de Taïwan ferait chuter l'économie mondiale de 5%, et que une entrée en conflit derrière des États-Unis et de la Chine ferait plonger l'économie mondiale de 10%. Oui, mais... donc j'imagine que ça, il doit l'avoir en tête aussi avant d'agir. Attention Mathieu, je n'ai pas dit que Xi allait reprendre Taïwan maintenant. Je dis que le fait que les États-Unis puissent être prochainement aussi impunément à court de munitions démontre déjà que le géant américain, sa puissance est quand même diminuée par rapport à l'époque de l'hyperpuissance des années 90, et que cela pourrait être une opportunité pour la Chine. Mais par contre, où nos amis qui ont pondu cette étude se trompent un petit peu, ils se trompent même lourdement. Il n'y aura pas de guerre entre la Chine et les États-Unis. Les États-Unis ne sont pas rentrés en guerre pour l'Ukraine, qui est un pays qui a été attaqué par un autre pays qui a violé un accord que ce pays lui-même avait reconnu, puisque la Russie en 92, à l'époque de la création de la communauté des États indépendants, avait reconnu les frontières de l'Ukraine. Mais qui reconnaît Taïwan comme un État indépendant? L'ONU? Non. L'Union européenne? Non. Les États-Unis? Non.
pour les États-Unis, officiellement, sur le papier, Taïwan fait partie de la Chine. Le Vatican a une ambassade à Taïwan, je crois. Voilà, mais bon, c'est pas le Vatican, comme disait Kissinger, combien de, je ne sais plus, 3. Bref, si demain, imaginons, Xi, c'est pas le sujet de notre débat, mais Xi reprend Taïwan, évidemment que les États-Unis vont hausser le ton. Mais d'abord, ils n'ont plus les moyens d'une guerre avec la Chine de haute intensité et ils n'iront pas au secours de Taïwan. Ça, c'est un fantasme occidentaliste. Bien que le plus grand contingent de soldats américains hors du continent américain est au Japon, je crois, juste en face de Taïwan. Tout à fait, mais ils n'interviendront pas. D'accord. Et je le regrette. Je le regrette. Les États-Unis n'interviendront plus en Europe. Si demain Poutine s'attaque à certains pays de l'Est, ils n'interviendront pas. Donc croyez-moi, ils n'iront pas en guerre pour Taïwan. Allez, on va revenir au Moyen-Orient. J'aimerais vous faire écouter la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, qui dit, elle, que l'Iran pliera sous la pression économique. Écoutez-la. Nous sommes en train d'étrangler complètement leur économie grâce à ce blocus. Ils perdent 500 millions de dollars par jour. L'île de Kharg est complètement saturée. Ils ne peuvent plus faire entrer ni sortir de pétrole. Ils ne peuvent même plus payer leur propre population en raison de cette pression économique que le président Trump leur impose. Il se satisfait de ça en attendant leur réponse. Et nous verrons, le président n'a pas fixé de date limite pour recevoir une proposition de l'Iran. Le calendrier des négociations sera imposé par le commandant en chef et président des États-Unis. Lynn, on voit que le blocus américain d'Ormuz, cette fois, est une arme peut-être assez redoutable pour asphyxier l'économie iranienne. Alors, il faut savoir que l'économie iranienne est habituée à être asphyxiée. Vous savez que l'Iran subit des sanctions depuis de très longues années et ils ont appris à vivre avec cela. Et le régime en particulier a réussi à avoir des recettes. Je parle du régime et pas du pays. Donc, en fait, on se dit qu'il pourrait tenir dans la durée. Là est la question. Alors, c'est vrai qu'il y a une inflation galopante dans le pays. Ils ont des échanges à l'intérieur des terres, de l'autre côté. Ils ont des échanges à l'intérieur des terres, mais d'un point de vue économique, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une inflation galopante, il y a la monnaie qui s'est effondrée, mais il y a aussi des recettes de ces bateaux qui, depuis le début de la guerre, ont réussi à traverser le détroit d'Ormuz. Et ça leur a permis, en fait, de garder la tête hors de l'eau. Donc ça, je parle du régime. Maintenant, en termes de pays, c'est vrai que je vous rappelle les manifestations qui ont eu lieu en janvier. Oui. En janvier, avec les plus de 30 000 personnes qui ont été tuées. Eh bien, une des raisons, il y a la manifestation face au régime politique, mais il y a aussi, c'était à cause des conditions de vie. Donc la question est, nous savons qu'il y a une strangulation économique et que ça fonctionne, mais nous n'avons aucune idée de la durée. Ça veut dire qu'ils peuvent tenir dans la durée plus que les États-Unis d'un autre côté, puisque nous savons que Trump est sous pression avec la hausse du prix du baril, la pression politique et cela. Donc, en fait, les Iraniens peuvent tenir, mais la question, c'est combien de temps peuvent-ils tenir ? Et la strangulation, est-ce qu'elle peut avoir comme effet de ressouder tout le peuple iranien, ou est-ce que au contraire ça peut jeter de l'huile sur le feu et comment dire et renforcer un climat social totalement dégradé. On a vu qu'il y a presque 2 millions d'emplois qui ont été détruits en quelques semaines là en Iran. Oui, est-ce que ça peut fracturer la société iranienne ou au contraire la ressouder ? Alors il y a déjà aussi, je voulais dire, il y a 12 millions d'emplois qui sont menacés. Il faut depuis le début de la guerre. Alors, pour revenir un peu à si elle est ressoudée, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons deux sons de cloche. Vous avez les opposants qui vous disent que non, qu'il y a encore cette attente de la part de la population iranienne, de ces 80 à 85% de la population qui sont contre le régime. Et donc, il y a des opposants que vous entendez à l'étranger. Et puis, il y a aussi sur place les pro-régime qui correspondent un peu à 10 à 15% de la population. Et donc, ces personnes-là disent que non, ça va créer un effort national, un sentiment, ça va créer un sentiment national. Patriotique national pour ressouder. Mais le problème qu'il y a, c'est ce blackout d'Internet qui nous empêche en fait d'avoir le maximum d'informations sur ce qui se passe à l'intérieur du pays. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas vraiment une visibilité claire sur ce qui se passe avec ce blackout. Et ce blackout qui a aussi des conséquences économiques.
Et est-ce que, pour rester sur la société iranienne, est-ce que cette guerre en Iran peut stratégiquement pousser le régime à se renforcer du côté des gardiens de la révolution, qui soient moins théocratiques, plus sécuritaires, et en même temps s'ouvrir un peu plus d'un point de vue sociétal pour essayer de ressouder un peu la population après les manifestations si durement réprimées avec, comme vous le disiez, plus de 30 000 morts. Alors, malheureusement, depuis le début de ce conflit, on voit que les pendaisons continuent, hein, ça n'arrête pas en Iran. Donc, les accusations d'espionnage, ça n'a pas arrêté. Les condamnations à mort... Il y a eu en 2025 un chiffre record. Depuis 89, hein, voilà, exactement. 1600 et quelques. Exactement. Donc, ça vous montre... Et depuis le début de la guerre, ça n'a pas empêché le régime d'arrêter ses condamnations à mort. Donc, d'un point de vue social, le régime s'est endurci. Et puis, il s'est endurci aussi parce qu'avant, il y avait ce guide suprême qui jouait un peu le rôle d'arbitre, alors qu'il y avait les gardiens de la révolution. Il y avait parfois des batailles, des disputes entre eux. Et lui venait se positionner. Aujourd'hui, ce Mojtaba Khamenei, on n'a pas vraiment... Bon, il y a eu une enquête du New York Times qui est très intéressante, qui est très fournie et qui dit qu'il est en très mauvais état. Mais on croit qu'il n'a pas la capacité de diriger. Aujourd'hui, les personnes qui dirigent sont les plus dures de ce régime. C'est plutôt un régime militaire. Nous sommes passés d'un régime théocratique à un régime militaire, mais à un régime militaire endurci. Donc nous croyons que si le régime se maintient, d'après les experts et les analystes, ça ne va pas améliorer les choses d'un point de vue des libertés fondamentales des Iraniens. Romuald, est-ce que le blocus, ou en tout cas les sanctions, la pression économique est suffisante pour faire tomber un régime? Je vous dis ça parce que je lisais aujourd'hui le chercheur américain à l'université de Chicago, Robert Pape, qui publie une note là-dessus en disant j'ai analysé un siècle de conflits, de pression économique. Jamais les pressions économiques à elles seules ont réussi à faire tomber un régime. Il a raison, d'autant plus que ce sont effectivement c'est la frange la plus extrémiste des gardiens de la Révolution qui a pris le pouvoir. Il y a eu en quelque sorte une forme de putsch en Iran. Nous ne sommes plus avec le régime des mollahs, on ne peut plus d'ailleurs, selon moi, parler de régime des mollahs, et ce sont donc des militaires, comme vous l'avez dit très bien, qui aujourd'hui gouvernent l'Iran. Et ces personnes sont des justes boutistes. Et donc je crains, à titre personnel, je pense qu'il va y avoir un accord. Je pense qu'il va y avoir un accord, un très mauvais accord. Trump a besoin d'un papier, comme je vous le disais, pour brandir cela à la face des États-Uniens, passer à autre chose, probablement Cuba avant le 4 juillet 2026, 250e anniversaire des États-Unis, où il voudra arriver comme Alexandre le Grand. En attendant... Cuba, dont d'ailleurs les sanctions économiques depuis des décennies n'ont pas fait tomber le régime. Puisque vous là encore. Tout ça pour conclure que non, ces sanctions ne feront pas plier le régime, surtout qu'à l'heure qu'il est, et donc je crains, même si je crois qu'il y a un deal, je crains que cette frange extrémiste tente de tirer sur la corde jusqu'au bout. Qui est très corrompu d'ailleurs, je dois dire, qui est très corrompu et qui s'est enrichi pendant toutes ces années. Bon, Hélène, quand on entend tout ce que vous nous racontez depuis 20 minutes, le retour des durs en Iran, alors que c'était déjà un régime extrêmement dur, des munitions qui commencent à peiner côté américain, etc., il y a urgence à sortir de ce bourbier iranien côté américain. Il y a clairement urgence, mais je suis d'accord avec Romuald. J'espère vraiment qu'il y a une sortie diplomatique. Mais quand j'entends le mot qu'il y a des corruptions, je dis elle parle de l'Iran, des États-Unis. Quand j'entends qu'il y a un côté théocrate, je dis elle parle de l'Iran ou des États-Unis. Parce que notre Pete Hegseth, n'oublions pas, il le dit. Si on regarde bien ses prises de parole, il n'a peut-être pas dit aujourd'hui, mais par le passé, il parle d'une guerre sainte. Il parle d'une croisade. C'est un monsieur qui a des croix, des tatouages un peu partout sur lui. Et il porte ce nationalisme chrétien qui fait tout de même partie de la doctrine Trump, parce que c'est dans la profession de foi de le fameux projet 2025 de la fondation conservatrice Heritage Society. Et donc, si vous voulez, il est presque légitimé pour porter ce message-là. Et Donald Trump aussi fait des virages et des sorties. Bon, ça peut être de l'IA, mais quand même, c'est très étonnant. On ne peut pas normaliser que le président américain
se vêtit en Jésus et toute autre déclaration religieuse dans ses tweets à 3 heures du matin. Il s'est mis à dos d'ailleurs l'Église et une partie de sa base MAGA avec ses saillies contre le Vatican. Mais justement, on va marquer une courte pause. J'aimerais bien qu'on essaye de comprendre, grâce à vous qui êtes aussi américain, si du moins on peut le faire, ce qui se passe dans la tête de Donald Trump. Et puis on ira aussi au Liban pour voir ce qui se passe au Liban. À tout de suite dans Les Experts sans frontières. Les Experts sans frontières. Mathieu Jolivet. Bienvenue si vous nous retrouvez dans Les Experts sans frontières. Autour de moi, le chercheur associé à l'IRIS, Romuald Sciorra, auteur de America 250, une histoire graphique des États-Unis, aux éditions Les Nouveaux Éditeurs. Elaine Kunz, spécialiste des États-Unis et professeure à l'INSEC Paris. Et puis Lynn Teini, journaliste libanaise basée à Paris. J'aimerais vous faire écouter un chercheur aussi qui est venu dans le podcast L'Ordre du Monde, qu'on co-anime avec Annalisa Capellini. C'était c'était en début de semaine. Gideon Rose, qui a dirigé la prestigieuse revue Foreign Affairs, lui ne croit pas en une guerre longue parce qu'il dresse un profil psychologique de Donald Trump. Il dit qu'il a un profil de joueur. Et un joueur, quand il voit qu'il perd, il se retire vite. Écoutez-le. Oui, c'est un joueur. C'est un homme qui a fait faillite plusieurs fois et qui est devenu milliardaire plusieurs fois. L'une des caractéristiques de Donald Trump, c'est sa capacité à se retirer rapidement lorsqu'il commet une erreur. Il laisse derrière lui une situation dégradée, mais ça ne lui ressemble pas de s'obstiner et de continuer à faire des choses dramatiquement stupides sur la durée. Contrairement à d'autres dirigeants, il ne s'accroche pas à une stratégie par conviction profonde. Donc non, ce ne sera ni un nouvel Irak, ni un nouveau Vietnam, tout simplement parce qu'il n'y est pas suffisamment attaché. Hélène, est-ce que vous signez, vous êtes d'accord, vous dressez le même profil psychologique de Donald Trump? Il a un profil de joueur, c'est pas grave, si j'y crois pas, je me retire. Alors, il a déjà dit. Il a déjà dit, le doigt dormu, ça va s'ouvrir naturellement. Il a dit, je m'en fiche si ça s'ouvre ou pas. Donc, à combien même il dit qu'il n'est peut-être pas à ce point intéressé, le problème, c'est que les décisions qui sont prises démontrent autre chose. Et vous savez, là, M. Rose, il parle d'un Donald Trump d'il y a peut-être 10, 20 ou 30 ans qui n'était peut-être pas affaibli par ce qu'on ne peut que constater. Clairement, il suffit de regarder Donald Trump dans son premier mandat. Ses prises de parole étaient plus cohérentes. Et il était capable de finir ses phrases de manière où c'était normal. Ce qu'on voit là, c'est très clairement un Donald Trump qui est compromis. S'il s'endort pendant ses propres réunions, il disparaît pendant quelques jours de temps à autre. Par exemple, cette semaine même, il était interviewé plusieurs fois, mais par téléphone. Il était interviewé par téléphone sur CNBC et sur Fox. Vous voyez, donc, on ne connaît pas l'état réel de sa santé. Donc, pour répondre à cette question, puisque c'est possible qu'il ne va pas très bien, c'est difficile à savoir, là. Et on a aussi, Romuald, des enquêtes assez fouillées depuis 2 ou 3 semaines, en particulier du New York Times et du Wall Street Journal, qui nous racontent des choses assez étonnantes, assez dingues, notamment des réunions de haut niveau qui se feraient au Pentagone et où on essaye au maximum de ne pas inclure le président pour qu'il ne nuise pas aux négociations ou qu'ils ne viennent pas interférer dans des prises de décision opérationnelles assez sensibles. Oui, tout à fait. Alors d'abord, pour revenir sur ce qu'a dit Gideon, comme vous le savez, je me chipote souvent avec Gideon, qui est un proche ami, mais là, il a pas tout à fait tort, mais il oublie quand même quelque chose. Oui, Trump est un joueur qui sait, lorsqu'il a perdu, se retirer. Mais ce n'est pas tant que ça. C'est vraiment sa base MAGA. Si la base MAGA le soutenait, même s'il savait qu'il perdait une guerre, il pourrait s'obstiner par orgueil et par ego. C'est tout simplement, il se sent être délaissé par sa base. Et pour répondre à votre question en quelques mots, il faut quand même garder à l'esprit que Trump de haut n'a rien à voir avec le Trump 2016. Ce n'est pas un homme isolé qui a été élu, c'est un homme qui, ce coup-ci, s'est retrouvé au pouvoir avec l'aide de l'extrême droite américaine, une extrême droite radicalisée, crypto-fasciste, comme je dis, et donc il est entouré par des personnes et des intellectuels idéologues de haut niveau, J.D. Vance, Suzy Wiles, dont on parlait tout à l'heure, la secrétaire générale de la Maison-Blanche, et tout ce petit monde a un agenda très précis pour la politique internationale, nationale, mettre en place un régime semi-autoritaire et surtout mener une contre-révolution culturelle. Et cette guerre
guerre qui rend donc Trump impopulaire, le mouvement MAGA impopulaire, la base qui se détourne, l'économie, l'inflation, est en train de leur mettre des bâtons dans les roues. Et donc, effectivement, ces personnes sont en train de tenter de marginaliser Trump, et d'autres conseillers, comme vous l'avez dit, effectivement, aujourd'hui, essayent de ne pas avoir Trump dans la Situation Room, puisque le président a tendance à être un petit peu trop hystérique. Un petit peu trop hystérique. J'aimerais vous montrer quand même cette une du New York Times qui nous montre justement comment ces réactions hystériques ravivent ce débat sur sa santé mentale. Justement là-dessus, Romuald, est-ce que quelque part stratégiquement Donald Trump, ou j'allais dire presque habilement, se sert de cette théorie du fou dont aurait usé, voire abusé Nixon, en envoyant notamment Kissinger dire aux négociateurs non mais parlez avec moi, lui il est fou, et que c'était vraiment une stratégie de négociation? Je ne pense pas que Trump ait connaissance de la stratégie du fou et qu'il l'ait analysée, mais que inconsciemment... C'est trop d'honneur. Voilà, il n'est pas Richard Nixon, qui était quand même un excellent président et qui surtout avait Henry Kissinger comme conseiller à la sécurité nationale et secrétaire d'État. Effectivement, c'était autre chose. Un autre niveau peut-être. Mais qu'il la pratique. Oui, certainement, bien évidemment, qu'il y a une part de la stratégie du fou dans le comportement de Trump. Trump, comme le dit Hélène, est un homme fatigué. Ce n'est plus le même qu'en 2015, mais il n'est pas fou, justement. Et il sait ce qu'il fait, même si ce qu'il fait n'est pas bon pour les États-Unis. Du moment que c'est bon pour lui, il tente de le faire. Donc il y a une part, oui, de stratégie du fou chez Trump. Est-ce que les Iraniens ou tous ceux qui sont en conflit avec Donald Trump, est-ce que quand on discute et qu'on négocie avec lui, on peut lui faire confiance, Lynn? Alors, les Iraniens ne font certainement pas confiance à Donald Trump parce que les 2 fois où ils ont voulu négocier sur le nucléaire, il y a eu la guerre juste après. Donc, là, juste avant cette guerre, ils étaient en pleine négociation. Le négociateur omanais a dit qu'on avait bien avancé. Et puis, hop, juste après, il y a eu l'assassinat de Ali Khamenei. Donc, d'un point de vue d'une perspective iranienne, c'est sûr qu'il n'y a aucune confiance en Donald Trump. Il n'y a aucune confiance en Donald Trump. Je rappelle, le Washington Post avait fait un décompte lors de son premier mandat de toutes les allégations fausses ou mensongères. Ils en avaient relevé plus de 30 000, en moyenne 50 par jour pendant son premier mandat. Mais vous voyez, peut-être aussi, on s'est habitué et normalisé. Ce Donald Trump, c'est très propre à sa personne. Je ne pense pas que d'autres politiciens aux États-Unis, heureusement, pouvaient bénéficier de autant de latitude de la part que ce soit les partisans, la presse. Mais c'est intéressant parce que tout à l'heure, quand vous avez évoqué les personnes qui entourent Trump, il y a toujours cette possibilité que J.D. Vance, qui a tout de même très envie de lui-même être président un jour, pouvait déclencher avec le 25e amendement, 4e article, pour dire le président ne va pas bien, la moitié du cabinet est d'accord avec moi. Voilà, il y a moyen de sortir Donald Trump, non pas de son office, mais de son pouvoir. Et ce qui est intéressant, c'est que peut-être ils n'ont pas envie de le faire, parce que moi, je me souviens très bien que quand c'était Biden, et on disait qu'il n'allait pas bien, et il était très frêle, très fragile, il avait du mal en fin de mandat, on regardait autour de lui, y compris à Kamala Harris, pour dire « Mais qu'est-ce que vous en savez, madame? Vous voyez, pourquoi vous avez laissé faire ça ?» Donc, si on revient au même questionnement sur le cabinet de Trump, ça va être très compliqué pour eux de dire qu'ils n'ont pas vu la réalité de la situation. Alors, au moment où, justement, Washington essaye de décrocher un deal avec l'Iran, que le ministre des Affaires étrangères s'envole pour Islamabad, vous avez les dirigeants européens qui, eux, sont réunis aujourd'hui à Chypre. Ils essayent de calibrer leur message au Moyen-Orient. Écoutez justement ce que dit sur l'Europe Pete Hegseth, le secrétaire à la guerre, aujourd'hui, et ce que dit aussi Emmanuel Macron sur l'Europe depuis Chypre. Écoutez-les. Nous ne comptons pas sur l'Europe, mais ils ont besoin du détroit d'Ormuz bien plus que nous. Ils devraient peut-être faire moins de discussions et de conférences en Europe et monter sur un bateau. C'est bien plus leur combat que le nôtre. Le défi de notre Europe, c'est d'être plus forte et plus indépendante. Pourquoi ? Parce qu'on a des États-Unis d'Amérique qui ne nous protégeront plus dans la durée. On l'a bien vu. Avec l'affaire du Groenland, avec ce qui se passe aujourd'hui en Iran, avec un peu ce qui se passe en Ukraine. Voilà,
Deux interventions à Chypre et au Pentagone aujourd'hui, Romuald, qui nous dit peut-être, qui illustre peut-être au mieux cette nouvelle relation un peu spectaculaire de l'Europe qui se désarime totalement des États-Unis, le subit peut-être aussi un peu, et les États-Unis qui voient l'Europe un peu comme un loser. Oui, mais cela coupe revient sur ce dont nous parlions précédemment, cette perte d'influence des États-Unis. On parlait tout à l'heure des objectifs de cette administration sur le plan intérieur, mais sur le plan extérieur, cela pourrait se résumer en une phrase, mettre à bas ce qui demeure du système multilatéral post-45 et nous ramener dans une ère où règne le bilatéralisme, la loi du plus fort, où l'on fait fi des traités internationaux, des accords. Un monde hémisphérique. Exactement. Le problème pour les États-Unis et qui pratiquent maintenant cette politique, c'est qu'ils s'isolent, exactement. L'Europe se tourne vers d'autres marchés, d'autres partenaires. Le Canada lui-même se rapproche de l'Union européenne, l'Afrique de la Chine et de la Russie. Donc oui, bien évidemment, c'est un tout autre monde et nous ne reviendrons pas, comme le Premier ministre canadien McCartney l'a dit, nous ne reviendrons jamais au monde qui a précédé. Par contre, Emmanuel Macron a tout à fait raison, mais malheureusement, il prêche un petit peu dans le désert et je ne pense pas qu'il y ait un sursaut européen, loin s'en faut, selon moi, malheureusement. Lynn Teini, Donald Trump a annoncé hier une prolongation de 3 semaines du cessez-le-feu au Liban. Où en est la situation? Vous êtes journaliste libanaise, basée à Paris. Déjà, pour commencer, où en est la situation là-bas au niveau humanitaire? Puisqu'on le disait, en quelques jours, on a eu plus d'1 million de déplacés. Où on en est aujourd'hui? Alors, une grande partie des déplacés est revenue, mais il reste quand même environ, on va dire, 500 000 qui n'ont pas encore pu revenir parce que c'est précisément ces villages du sud Liban ont été complètement rasés et aussi font partie en fait de cette ligne jaune en fait qu'Israël en fait a dessinée. Et donc à l'intérieur de cette ligne jaune qui fait à peu près 580 km, on va dire comme ça, c'est impossible pour les habitants de revenir vers leur maison. Donc ces habitants sont obligés de rester dans les autres régions qui les ont accueillis. Donc ça c'est la première question, la première réponse. La deuxième réponse c'est, vous savez, déjà avant la guerre, le Liban traversait une situation économique très compliquée et la guerre a multiplié cet effet. Et donc ça c'est un point qui est très important. Et puis aussi à la situation sanitaire parce que la plupart de ces déplacés sont dans des écoles publiques qui ne sont pas équipées avec ni des douches, je donne des exemples pratiques, ni des cuisines. Donc aussi la question se pose. Donc il y a ces 3 points d'un point de vue, on va dire, humanitaire, d'un point de vue politique. Alors est-ce qu'une négociation est possible et est-ce qu'une entente, un accord est possible? Alors depuis le début du conflit, le président libanais avait appelé le Premier ministre israélien à des négociations directes. C'est la première fois, c'est historique puisque le Liban ne reconnaît pas Israël. Alors dans les premières semaines du conflit, Benyamin Netanyahou voulait continuer ses frappes. Il n'écoutait pas ça de la bonne oreille. Et après, nous avons vu qu'une des conditions posées par les Iraniens pour un cessez-le-feu avec les Américains, c'était précisément un cessez-le-feu au Liban. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Donald Trump? Il a appelé son allié Benyamin Netanyahou, il lui a mis la pression et il l'a obligé en fait à accepter un cessez-le-feu avec les Libanais. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Benyamin Netanyahou a accepté de commencer ce qu'on appelle des pourparlers. Nous sommes très, très loin, en fait, d'un accord de paix. J'imagine que la partie israélienne n'acceptera jamais un accord tant que le Hezbollah ne sera pas démantelé et n'aura pas déposé les armes. Mais est-ce que ce scénario est possible ou c'est de la science-fiction? Alors déjà, nous sommes déjà dans symboliquement quelque chose d'historique puisque pour la première fois, les ambassadeurs libanais et israéliens se sont rencontrés à Washington. Donc c'est hautement symbolique. Le Hezbollah ne fait partie des négociations. Le Hezbollah, il boycotte, il ne veut pas qu'il y ait des négociations directes et plus que ça encore, il menace directement à travers des porte-paroles le président libanais. Il le compare au président égyptien Anwar el-Sadat qui avait signé les accords de paix avec Israël et qui avait été assassiné peu de temps après. Donc c'est une menace indirecte, voire directe. Ce sont des menaces directes. Plus, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce cessez-le-feu qui est très fragile entre le Hezbollah et Israël, puisque nous voyons que de part et d'autre de la frontière, il y a des attaques de part et d'autre de la frontière, mais à un niveau, on va dire, qui a diminué. Donc, Et comment aujourd'hui le Hezbollah est
perçu par la société libanaise. Je dis ça parce que bon, c'est quand même un État dans l'État, qu'il y a quand même beaucoup de Libanais qui quand même soutenaient le Hezbollah. Est-ce qu'aujourd'hui, il y en a de moins en moins, ou est-ce qu'il y en a autant, voire plus, qui se ressoudent autour du Hezbollah? Alors, et ce qu'il faut comprendre, en fait, parce que c'est un peu compliqué, c'est que la société libanaise, vous avez, on va dire, grosso modo, 3 grandes communautés, chiites, sunnites et chrétiennes. Et le Hezbollah est une composante essentielle de la communauté chiite, on va dire 50 à 60% de la communauté chiite. Et ce n'est pas seulement une organisation militaire, c'est aussi une organisation sociale et politique, puisqu'ils ont des députés. Donc, au début de la guerre, on va dire 80% de la société libanaise, on va dire une majorité de chrétiens et une majorité de sunnites, étaient contre cette guerre, étaient contre cette décision du Hezbollah d'entraîner le Liban dans cette guerre, puisque le Liban n'a pas les moyens, en fait, de subir cette guerre. Tout le monde connaît la différence, on va dire, de pouvoir et de force entre les deux pays. Donc, en gros, les sunnites et les chrétiens ont dit, c'est quoi cette folie d'avoir... Voilà, et donc il y a une très grande, on va dire, une très grande, je ne vais pas parler du mot haine, mais aujourd'hui, il y a une très grande fracture, je dirais ça comme ça, au sein de la société libanaise, entre les partis. D'un côté, vous avez une majorité de sunnites et chrétiens, et de l'autre côté, vous avez le Hezbollah, et ça crée énormément de dissensions et des frictions aussi, et c'est ça qui fait peur pour l'avenir. Hélène, est-ce que j'imagine que politiquement aussi, Donald Trump rêve d'une photo dans le bureau ovale avec une poignée de main entre Benjamin Netanyahou et le président Aoun. Là, pour le coup, qu'on soit critique ou non envers Donald Trump, s'il obtient cette photo, il y aura quelque chose quand même. Oui, mais enfin, je ne suis pas sûre que ces équipes travaillent dans ce sens. D'ailleurs, il a besoin d'éclairer sa politique, parce qu'il y a une personne qu'on n'entend pas assez, qui est notre chef de diplomatie, qui est Marco Rubio, notre secrétaire d'État. Donc, que fait-il dans cette situation où c'est, comme vous avez dit, c'est l'Iran ou c'est les États-Unis, très militarisé, donc on entend Pete Hegseth tous les jours, mais on n'entend pas le chef de la diplomatie. Donc, si on devait arriver à ce résultat, je suis d'accord, ça sera super pour tous les Américains de tous bords, sauf que la diplomatie est très absente. Et j'avais relaté ça récemment, que pendant que J.D. Vance était en route pour la première négociation à Islamabad, Donald Trump et Marco Rubio ont jugé bon d'assister à un match de catch UFC. En Floride, c'est un peu le coup aussi du golf, c'est-à-dire tantôt on est sur des choses extrêmement sérieuses, tantôt ils font autre chose. Mais sur ça, je veux juste rajouter un point rapidement. C'est une petite victoire pour Donald Trump parce qu'il se montre impliqué, et le fait de réussir à ramener et d'être présent, lui, hier, il y a eu le 2e round de cette rencontre libanaise-israélienne, et ils ont voulu déplacer cette rencontre à la Maison-Blanche en sa présence. Donc lui, il essaye, il est enlisé du côté iranien, il essaye de glaner une victoire sur le front israélo-libanais. Romuald, vous m'avez appris à lire peut-être tout ce qui se passe aux États-Unis avec le prisme de cette date du 4 juillet, où ça va être très symboliquement les 250 ans de l'indépendance des États-Unis. Vous faites d'ailleurs votre roman graphique là-dessus, America 250. J'aimerais bien revenir quand même à cette photo. Est-ce que, avec cette date-là qui obsède peut-être Donald Trump, qui a besoin d'avoir ses trophées impériaux, j'allais dire, pour cette date du 4 juillet, est-ce qu'il ne lui faut pas cette photo dans le bureau ovale? Ah si, vous avez parfaitement résumé la situation. D'abord, une petite victoire diplomatique, parce que une photo, c'est bien, mais rappelons-nous la belle photo entre Arafat et Rabin, et on voit le résultat aujourd'hui. Donc cela ne garantit en rien une paix durable, surtout que désarmer le Hezbollah risquera d'embraser à nouveau le pays du cèdre. Je pense que ce pays n'a jamais été autant au bord de la guerre civile qu'il ne l'est aujourd'hui, et cela depuis des décennies. Par contre, effectivement, pour Trump, qui est en train de perdre, parce que c'est comme le mot, la guerre en Iran, qui va devoir avaler des couleuvres et faire des concessions, c'est un génie de la com. Rappelez-vous, il y a une semaine, lors de la grande réunion de Turning Point, l'organisation d'extrême droite fondée par Charlie Kirk, l'activiste assassiné l'année dernière, devant tous ses partisans, il a clamé victoire, le détroit d'Ormuz est réouvert. Les États-Unis ont atteint leurs objectifs. Et tout le monde l'a acclamé, en oubliant que le détroit d'Ormuz était parfaitement ouvert il y a 1 mois et demi. Donc bref, Trump perdant la guerre en Iran, s'il a cette photo, oui, effectivement, cela lui permettra de clamer une certaine victoire. Et donc pour lui, ça serait un atout à la veille du 250e anniversaire des États-Unis.
Peut-être un dernier point sur le Liban, Lynn Teini. Dites-moi si peut-être que je me trompe, mais au-delà évidemment des priorités sécuritaires qui expliquent aujourd'hui ce qui se passe entre Israël et le Liban dans le sud Liban, il y a un aspect dont on parle peut-être moins, qui est celui de l'eau. Le Liban est peut-être, je crois qu'on dit que c'est un peu le château d'eau du Moyen-Orient. Vous avez un pays extrêmement riche en rivières, avec son fleuve Litanie, etc. Autour de lui, il n'y a que des pays qui connaissent des stress hydriques. Est-ce que ça fait pas partie aussi des objectifs stratégiques côté israélien? Ça pourrait être, historiquement, on l'a beaucoup dit, d'ailleurs on parle beaucoup de ce fleuve Litanie qui lui en fait constitue cette réserve en eau. Et d'ailleurs je voulais rappeler aussi que le Liban, contrairement aux pays autour, a des montagnes enneigées où il y a même des stations de ski parce qu'il est riche précisément également en eau. Alors oui, il y a cette question qui se pose autour de l'eau. Maintenant, il est vrai qu'Israël a créé des stations de dessalement pour l'eau, mais la question stratégique de l'eau, elle se pose encore, et c'est aussi dans les discussions libanaises, en fait, la question, tout le monde se dit, oui, Israël veut rester dans le sud Liban parce qu'ils veulent profiter, en fait, de cette eau du fleuve Litanie. Donc oui, la question se pose aujourd'hui. Après, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a aussi quelque chose de très important à retenir, c'est que si Israël reste dans ce sud Liban, ça va justifier la présence du Hezbollah en tant que résistance. Finalement, le Liban est un pays souverain. Donc si vous avez une occupation étrangère, ça va justifier la présence de cette résistance et ça va torpiller encore plus la possibilité d'une paix dans le futur. Et avec le risque que ce sud-Liban, finalement, devienne un nouveau Gaza. Exactement. J'aimerais vous faire écouter Emmanuel Macron, qui lui se dit prêt à soutenir le Liban. Écoutez-le. Nous œuvrons tous pour que d'abord le cessez-le-feu soit prolongé et pour que nous puissions véritablement bâtir les conditions d'une paix durable qui respecte la souveraineté du Liban, son intégrité territoriale et qui désarme durablement le Hezbollah. À ce titre, je veux ici confirmer que la France se tient prête, au moment où le Liban jugera opportun, d'organiser une conférence de soutien et de mobilisation de tous. Nous organiserons cette conférence qui aura tout à la fois vocation à soutenir les forces armées libanaises et à aider à la reconstruction du sud Liban, lesquelles sont indissociables. Un des points clés, Lynn, c'est peut-être de donner les moyens que l'armée libanaise n'a jamais eus, finalement. Exactement. L'année dernière, lorsqu'il y avait eu la première guerre entre Israël et le Hezbollah, Emmanuel Macron avait appelé à cette conférence humanitaire où ils avaient pu récolter 1 milliard de dollars pour le Liban, dont 200 millions à l'armée libanaise. Donc ça, c'est le premier point. Et cette année, il devait y avoir une conférence début mars, mais il y a eu la guerre, en soutien à cette armée libanaise. Aujourd'hui, si l'armée libanaise n'est pas véritablement renforcée avec une décision internationale, elle ne pourra pas désarmer le Hezbollah, à part d'autres considérations politiques pour pouvoir le désarmer. Un des points aujourd'hui, c'est aussi de renforcer cette armée, et donc cette conférence aura une importance cruciale pour le futur, sachant que Emmanuel Macron, pour le moment, c'est vrai qu'il essaie de jouer un peu le médiateur du Moyen-Orient, mais qu'il est hors des négociations qui ont lieu. Les Israéliens ne veulent pas qu'il soit présent, hors des négociations Israël-Liban. Allez, on va terminer ces experts sans frontières avec vos cartes blanches. Chaque semaine, chacun choisit un article de son pays d'origine. Je commence avec vous, Hélène. Vous avez choisi un article à chaque fois sur Substack. Oui. Mais c'est très bien, c'est très bien. Et c'est différents auteurs à chaque fois. D'un journaliste qui craint, je crois, que Donald Trump mette fin à une tradition d'un dîner des correspondants de la presse. Tout à fait. Devinez qui vient dîner demain soir, Romuald. Ce sera donc Donald Trump qui, pour la première fois en tant que président, va assister à un dîner qui a lieu tous les ans. C'est l'association des correspondants, des journalistes qui suivent les États-Unis, the White House Correspondents' Dinner. Et on sait que Donald Trump, en 2011, a été un peu charrié par président Obama. Ça l'a tellement embêté que ça lui a donné même l'idée de devenir président lui-même. Mais ce qu'il dit à Costa, Jim Acosta, qui est un ancien journaliste de CNN, c'est attention, parce que les journalistes veulent à la fois maintenir leur indépendance. On sait à combien ce Donald Trump est dur et un petit peu en guerre avec les journalistes. Il les insulte personnellement et il fait plein de gestes pour que les libertés de la presse soient compromises. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est vrai que
juste l'année dernière, ce même Jim Acosta avait dit qu'il faut dissoudre cette association tant que Donald Trump est là. On revient. Un article à retrouver sur Substack, bien sûr. Merci beaucoup, Hélène. Lynn Teini, vous avez choisi un article de Ici Beyrouth. Oui, c'est sur précisément le rôle de la France. On se pose la question, en fait, aujourd'hui. Ça veut dire qu'on veut, en fait, on se demande, cette France, où est-ce qu'elle est? Cette France qui a une histoire de diplomatie. Et aujourd'hui, on ne l'entend sur aucun... On l'entend dans son rôle un peu de médiateur. Mais est-ce qu'elle joue vraiment un rôle à la hauteur de son histoire? C'est toute la question qui se pose dans cet article. Et ben voilà, un article à retrouver dans Ici Beyrouth, où est la France sur le plan diplomatique, bien sûr. Romuald, on termine avec votre carte blanche, un article du New York Times sur encore un projet de l'empereur Trump. Oui, Donald Trump s'en prend maintenant au Grand Bassin, vous savez, qui est sur le Mall face au Lincoln Memorial à Washington. Il voudrait le fermer ou le recouvrir, c'est un petit peu vague, mais cet article m'a fait plaisir car cela nous prouve que nous avons vraiment un génie à la Maison-Blanche, Alexandre le Grand au Proche-Orient, et dans le même temps, il a le temps de se consacrer à construire un arc de triomphe gigantesque, à recouvrir le bassin historique du Mall et à rebaptiser des monuments à son nom. Merci beaucoup à nos experts sans frontières. Romuald Sciorra, chercheur associé à l'IRIS, auteur de America 250, une histoire graphique des États-Unis aux éditions Les Nouveaux Éditeurs. Hélène Koons, spécialiste des États-Unis et professeure à l'INSEC Paris. Et puis Lynn Teini, journaliste libanaise basée à Paris. Je vous souhaite un très bon week-end à tous. Je vous retrouve la semaine prochaine dans Les Experts sans frontières. Et tout de suite, on retrouve Stéphanie Colo pour le journal. Les Experts sans frontières sur BFM Business.